Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Merci de votre fidélité à Digital Congo. Merci aussi de votre fidélité à votre émission Entretien. Et aujourd'hui, nous recevons une personnalité de taille. Il s'agit de Sa Majesté Mwami Kabare Rugemanizi II, le Nabushi 29. Avec lui, nous allons parler de la situation actuelle en République démocratique du Congo, marquée notamment par ce conflit qui se dessine de plus en plus entre les deux pays, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le contour de toute cette situation, nous allons l'évoquer dans cette émission avec Sa Majesté Mwami Kabare, qui est en même temps chef de chefferie de Kabare. Mwami Kabare, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Sa Majesté, la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est une histoire d'amour et de désamour depuis déjà de décennies. Lorsque vous, personnellement, en tant que coordonnateur du CPATC, il s'agit du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières pour la région de l'Afrique centrale, je rappelle aussi que vous êtes vice-président au niveau continental. Lorsque, dans votre casquette de coordonnateur pour la région des Grands Lacs, lorsque vous entendez qu'il se dessine un conflit de ce genre, quelle est votre réaction immédiate? D'abord, il faut remonter dans l'histoire des uns et des autres. Nous sommes encore acceptés comme structure étatique, comme une institution qui est le prolongement de l'État. Malheureusement, il faut partir du fait que le Rwanda avait aussi une monarchie. Cette monarchie s'est éteinte dans quelles circonstances? Ce sont des points sur lesquels il faut interroger l'histoire. Vous dites, nous sommes en guerre avec le Rwanda depuis pratiquement plus de 2 décennies. Mais le Bushi a été en guerre avec le Rwanda plus de 7 fois. Nous sommes des voisins, nous connaissons les appétits des uns et des autres. Donc le questionnement doit être plus large dans le contexte actuel. C'est-à-dire que ce conflit, comme tel, il remonte à plusieurs siècles. Affirmatif. Au départ, et ça a toujours été un problème d'espace. Quand il y avait des famines, des disettes au Rwanda, ils fuyaient vers chez nous. Et quand les appétits, comment est-ce que je peux dire, les appétits sociaux devenaient des appétits politiques et terriens, la guerre éclatait régulièrement. Je vous dis, nous avons eu cette guerre avec le Rwanda. C'est question de savoir comment recadrer ce pays, le ramener à sa juste proportion. Et nous, si j'ai accepté votre intervention, c'est parce que nous devons projeter l'avenir. Sans anticiper sur les questions que vous allez me poser. Je tiens à dire que pour la première fois, le président Kagame a commis une erreur. Cette erreur est consécutive à la politique du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris soin d'intégrer certaines structures où le Rwanda se retrouve. Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi est en posture avec des témoins. Donc ce n'est plus la seule parole du président Kagame qui sera prise en compte. La deuxième erreur, je pense, que le président Kagame a faite, c'est le contexte international. Le contexte international en ce sens que la guerre en Russie, la Russie avec l'Ukraine, a des répercussions. Il y a des alliances qui sont en train de se faire en Afrique, dans le monde. Que pèse la RDC? Et la donne est en train de changer d'une certaine manière aussi. La donne est en train de changer. Que pèse le Rwanda par rapport à la RDC sur l'échiquier international? Et c'est pour moi aussi l'occasion ici de saluer la position de fermeté que vient d'adopter le chef de l'État à travers aussi, pour la première fois, on a fait référence au rapport mapping. Je salue aussi la démarche faite par le Sénat américain qui vient de décréter une commission d'enquête pour savoir comment cette guerre a redémarré ou rééclaté entre la RDC et le Rwanda. Mwami Kabare, vous avez participé à plusieurs conférences à travers le monde.
et des conférences aussi au niveau continental. Mais comment est-ce que les autres pays, en dehors de la République démocratique du Congo, analysent cette situation qui perdure, la situation d'insécurité à l'est de la RDC? D'abord, vous savez qu'un pays comme la RDC a des ressources. On voit aujourd'hui les minerais. Mais vous devez savoir qu'il y a des enjeux qui se profilent à l'horizon. Il y a l'eau. Nous avons un des plus grands fleuves du monde. Il y a les forêts. Actuellement, vous constatez que vers le bas Ouélé et le haut Ouélé, il y a des incursions, parfois armées, d'une tribu du Sud-Soudan qu'on appelle les Mbororo. Il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte pour comprendre que la RDC, moi je plaide et je continuerai à plaider. Nous avons une des armées les plus puissantes d'Afrique. Nous avons des jeunes gens qui se sont sacrifiés tout au long de ces 2 décennies et demie de guerre à l'Est. Moi, je sollicite du gouvernement qu'il mette les moyens logistiques à la disposition de ces jeunes gens. Moi, je me pose la question, les 100 $ que payait le musée Feu d'heureuse mémoire Laurent Désiré Kabila aux soldats de rang, où sont-ils passés? Et pourtant, le musée Laurent Désiré Kabila a évolué dans l'autarcie, pratiquement. Isolé, hein? Il a vécu isolé, mais l'économie du Congo n'a pas dépendu de la dette. Oh, je vais demander la dette par ici, je vais demander la dette. C'est tous ces questionnements. Donc, je disais, je félicite et j'encourage la population à être de cœur derrière les FARDC. Ceux qui en ont les moyens, qu'ils contribuent par les vivres, parce que l'argent, on ne peut pas savoir comment ça passe. Par les vivres et non vivre, à les encourager. Que le gouvernement fasse des efforts pour motiver nos jeunes gens. Ce n'est pas normal qu'un militaire qui va vous déployer sur le front ne soit pas payé pendant 2 mois, 3 mois. Donc, et j'interpelle les gouvernants parce que nous devons réfléchir sur demain. Est-ce que vous vous rendez compte, vous dites que je participe à certains forums, mais est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous savez d'abord que environ 50% des forêts du bassin du Congo se trouvent en RDC? Mais quand il y a des négociations, certains pays, frères, veulent prendre le lead de ces négociations. Et nous rêvons. Il y a un autre problème qui va se présenter dans les prochaines années. Majesté, en quelque sorte, la République démocratique du Congo est un pays convoité. Et pour que nous puissions nous sortir alors de cette situation, nous devons prendre conscience que nous sommes convoités. Alors, et par conséquent, nous devons nous préparer à des guerres éventuelles. Effectivement, c'est pour ça que mais alors, le budget de notre armée, il est insignifiant. C'est ce que le gouvernement doit revoir. Dans les 8, je ne suis pas prophète de malheur, mais dans les 8 prochaines années, si notre armée n'a pas la capacité de faire face sur plusieurs fronts, nous avons 9 pays frontaliers, nous serons engloutis, dépecés, et nous ne laisserons rien à nos enfants. Donc la balkanisation n'est pas loin. Non, ce n'est pas que la balkanisation n'est pas loin. Les appétits des uns et des autres feront que cette balkanisation viendra pas seulement des matières premières dont au gauche de la RDC, mais des autres ressources naturelles. L'eau, je viens de vous parler de l'eau. Et le bassin du Congo. Je viens de vous parler des forêts. Donc, il faut que le gouvernement fasse tout pour que la RDC ait une armée suffisamment forte, équipée, motivée pour, dans les 10 années à venir, être capable de faire face à n'importe quel pays qui voudrait s'accaparer de nos ressources sans notre autorisation. Majesté, en quelque sorte, alors, cette négociation à laquelle on veut recourir à présent, ça ne vaut pas la peine. Les négociations ont toujours valu la peine. Mais c'est maintenant à nous de voir que nous ne devons pas
négocier à n'importe quel prix. Vous savez que nous avons eu beaucoup de déboires tout au long de ces années. Le premier devoir, c'est que en 2003, nous avons chuté avec les accords de Saint-Cyr. Nous avons accepté le brassage et le mixage, sans être regardants sur ceux qui entraient dans notre armée. Il suffisait d'avoir été dans un groupe armé en oubliant que certains mouvements rebelles avaient été structurés par des pays tiers. Donc, c'est question d'une volonté politique de laver notre armée de tous ces éléments qui se prétendent congolais, mais qui servent les intérêts d'autres pays. Au niveau politique aussi, il y a un problème. Nous devons savoir qui est congolais, qui n'est pas congolais. Vous ne pouvez pas manger, vous nourrir aux mamelles de la RDC, et quand un pays tiers vous dit mettez les bâtons dans les roues à ce pays, vous le faites. Je ne vais pas citer des noms ici, mais il y a des gens qui posent problème. Dernièrement, des collègues m'ont contacté pour me dire mais on nous envoie tel, mais à l'époque tel, il a fait ça. Ça démoralise la population qui est la première source d'information. Ça démoralise les hommes de troupes. Vous savez, on appelle sous d'autres cieux l'armée comme la grande muette. Mais les hommes de troupes se disent mais ce monsieur, on s'est battu avec lui, aujourd'hui il va nous commander. Donc, il y a tout ça. Mais sur ce point, quand même, le gouvernement, la position du gouvernement est claire. Christophe Lutundela l'a dit à la réunion du Conseil de sécurité, le gouvernement congolais n'acceptera plus de brassage. Mais ça, c'est un des principes qu'a lancé le chef de l'État quand il a appelé les groupes armés à Nairobi pour des discussions franches. Il a dit, démobilisation, ok. Vous déposez les armes, on s'organise pour que le DDRC vous accompagne. Justement. Pas question de vous démobiliser, désarmer, puis vous rentrez encore, et à tout moment, vous pouvez sortir quand vous voulez, quand vous vous retrouvez à 10 à 20. Mais alors, comment se fait-il qu'il y a ces négociations de Nairobi, mais entre-temps, le M23 ressurgit avec de nouvelles attaques? Bon, moi, j'ai ma petite thèse là-dessus. Vous savez que nous attendons deux événements importants. Donc, le court terme, le président Kagame a joué sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Il y a un élément que vous oubliez. Le roi des Belges doit venir à l'Est. Oui. Et il doit notamment visiter l'hôpital de Panzi, du docteur Mukwege. Vous savez que cet homme a fait, et il est prix Nobel de la paix, mais c'est à travers l'œuvre qu'il a fait. On l'appelle le réparateur des femmes. Mais si le roi des Belges passe là-bas, c'est tous les médias occidentaux qui seront là. Et il y aura des témoignages. Et ces témoignages vont corroborer le rapport mapping. Il y a un autre événement que les gens n'oublient pas et ne lient pas au comportement du président Kagame. C'est l'arrivée toute prochaine du pape. Du pape François. Mais le pape doit faire une messe à Goma. Mais il va pleurer avec les Gomatraciens, les Congolais. Avec toutes les victimes. Toutes les victimes. Quand on nous avance au Rwanda, il y a eu 700, 800 000 morts suite au génocide. Mais par rapport aux 8, 10 millions de morts congolais, mais la communauté internationale va se poser aussi. Ça va interpeller la communauté internationale. En quelque sorte, ils veulent tout simplement empêcher l'arrivée du pape. À court terme. Oui. L'arrivée du roi Baudouin, tout va se médiatiser et ça va amener dans l'esprit de ceux qui disent que on n'aime pas les Rwandais parce que ce sont des peuples minoritaires. Mais en RDC, quelle est la population ou le peuple ou l'ethnie ou la tribu qui est majoritaire par rapport aux autres? Mais ça sera l'occasion pour la communauté internationale de s'interpeller elle-même. Parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun officiel n'a accepté le bilan des morts que nous, Congolais, nous avons suivis. Justement. Et jusqu'à aujourd'hui, on refuse de mettre en place un tribunal international pour la RDC, pour les crimes commis à partir de 1997.
jusqu'à ce jour. Tous ces morts qui sont consécutifs à la résurrection du M23. Qui va porter ce chapeau? Mais justement, raison pour laquelle beaucoup de gens aussi ont condamné cet acte du président de la République qu'on a jugé comme un acte précipité de renvoyer au Rwanda les militaires rwandais capturés sur le champ de bataille. Écoutez, la diplomatie, c'est autre chose. La diplomatie, je vous ai dit, intéresse plusieurs pays. Si un médiateur vous demande de donner un signe de bonne foi, vous n'allez pas vous cramponner sur votre position. Et de toute façon, vous savez très bien que ces gens ont dû être auditionnés, entendus sur PV. Justement. Les traces sont là. Parce que nous, les Congolais, beaucoup attendaient un procès. Nous, les Congolais, nous voyons simplement la personne physique. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de crimes imprescriptibles? Pourquoi est-ce qu'on parle d'évader? Ces gens-là, s'ils ont commis des crimes ici, ils seront poursuivis. Mais pour des raisons de diplomatie, moi je bande dans le sens que le gouvernement a pris. Il fallait quand même faire un acte de bonne foi. Il fallait faire un acte de bonne foi. Il ne faut pas mettre à mal à l'aise ceux qui ont vécu aussi. Parce que certains me disent que c'est lorsque le président Kagame a appris que le président Tshisekedi était déjà dans l'avion qu'il a posé sa condition. Alors, mais cette mauvaise foi, au moment où il avait accepté, il y a un témoin qui devait le recevoir. Donc, ce sont des erreurs qui, aujourd'hui, sont en train de rattraper toutes les erreurs et qu'on va lui présenter à un certain moment. Et décidément, pour que le conflit rwando-congolais se termine, quelque part, c'est la tête de Kagame, peut-être, qui est en train d'envenimer la situation. Je vous ai dit, nous sommes sur un plateau, nous devons savoir mesurer nos paroles. Il y a des choses que vous pouvez espérer dans votre cœur, mais que vous ne pouvez pas prononcer devant les médias et les mettre à la portée du public. Et c'est aussi pour moi l'occasion d'interpeller nos frères. Évitons d'avoir des messages qui rappellent à certains sympathisants du Rwanda le génocide. Il faut éviter. Nous devons absolument éviter. L'homme est coincé. C'est à nous de mettre à profit cette expérience. C'est pour ça que moi je plaide, c'est peut-être le mot de la fin pour moi, que s'il n'y a pas des signaux que le gouvernement a crescendo, la population a demandé le renvoi de l'ambassadeur, je suis d'accord. Laissons à la diplomatie 1 semaine, 2 semaines. Si on n'avance pas, on renvoie le monsieur. Fermeture des frontières, je suis d'accord. Si dans 2 semaines, 3 semaines, il n'y a pas de signaux visibles d'une volonté du Rwanda de vouloir la paix, nous fermons nos frontières. C'est là où je vous ai dit en début d'émission, c'est l'occasion pour nous aussi d'interpeller nos économistes. Qui vit de qui? Voilà. C'est la question que nous devons nous poser. Mais c'est clair, lorsqu'il y aura fermeture de frontières, le Rwanda a beaucoup à perdre par rapport à effectivement, déjà, l'interdiction du vol de Rwandais sur le sol, dans l'espace aérien congolais, a des répercussions. Donc, je crois que nous devons donner le temps au temps, au gouvernement, mais notre gouvernement doit être regardant, qu'il ne soit pas roulé dans la farine. Qu'on ne lui dise pas, dans 1 mois, on va voir, et puis les gens oublient, le M23 fait semblant de dormir. D'ailleurs, il dort où ce M23? Il dort où? Ils viennent, ils attaquent en RDC et puis ils vont dormir au Rwanda. Mais c'est pas normal. D'où je plaide aussi pour la fermeture des frontières. Si le président Kagame, on l'a invité ici, avec ses troupes, pour finir la question des FDLR, qui était un des prétextes. Voilà. Est-ce qu'il a fini la question des FDLR? Mais dernièrement, lors d'un speech là, qui a été largement partagé dans les réseaux sociaux, on voit le président Paul Kagame dire que voilà, il faudrait encore aller suivre les FDLR là où ils sont. Et comme la guerre ne peut pas se faire chez nous, puisque nous sommes un petit pays, c'est mieux qu'on aille le faire de l'autre côté. Oui, mais c'est ce message-là qu'il livre à la communauté internationale. Fermons les frontières. Fermons les frontières et voyons comment est-ce qu'il
il pourra encore tenir ce langage. Mais je pense qu'il va continuer avec le même discours, parce que si on ferme les frontières avec les FDLR chez nous, il risque de continuer. Non, on ferme les frontières avec les FDLR chez nous, soi-disant, parce que moi je doute. Moi, d'après les informations que j'ai, la plupart des leaders des FDLR ont été liquidés au cours des opérations conjointes Rwanda-RDC. Okay. Mais maintenant, économiquement, on va voir quel prétexte il va trouver. Parce qu'en fait, le Rwanda est devenu commissionnaire de certains pays en matière de vente des minerais. Un pays qui ne produit pratiquement aucun minerai, mais il est coté à Londres. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pour ça que je dis, il faut que nos économistes, que notre gouvernement d'abord prenne, si rien n'est fait, d'ici 2 semaines, 3 semaines, prennent la mesure de fermer les frontières. Les Congolais sont prêts à subir les conséquences de cette fermeture de frontières, mais le Rwanda est prêt à subir cette fermeture des frontières pendant combien de temps? Non, le Rwanda ne sera pas supporté. Ça, nous avons encore, oui, autres pays. Hein. C'est vous qui l'affirmez, mais certains vont dire au gouvernement, non, écoutez, il ne faut pas fermer, d'ailleurs c'est nous qui serons les plus grands perdants. Donc, laissons le temps, laissons au gouvernement, mais que le gouvernement prenne en compte la volonté du peuple congolais de mettre fin une fois pour toutes à ce jeu de chat de la souris que nous joue depuis plus de 20 ans le Rwanda. Et cette question peut aussi être examinée au niveau du CPATC, hein, le Conseil panafricain des autorités traditionnelles, surtout dans la région du Grand Lac. Nous avons un problème, c'est que au Rwanda, au Burundi, il n'y a plus de monarchie. Hein, la famille de Mwambutsa a été exterminée, toujours dans les conflits interethniques burundais. La famille du roi Kigeri, le roi Kigeri est décédé. Il est décédé, est-ce que sa famille est visible? C'était pourtant un roi. En quelque sorte, vous n'avez pas d'interlocuteur au niveau du CPATC au niveau du Rwanda? On n'a pas d'interlocuteur au niveau du Rwanda, au niveau du Burundi. Nous avons des interlocuteurs au niveau de l'Ouganda. Nous avons des interlocuteurs au niveau de la Tanzanie. Mais comment est-ce que le Rwanda peut vivre comme ça, sans trace de son autorité coutumière? Lorsqu'on perd sa trace traditionnelle, en quelque sorte, on n'existe pas. Ça, il faut poser la question au peuple rwandais, il faut poser la question aux dirigeants rwandais, il faut poser la question au président Paul Kagame, qui, entre parenthèses, d'après mes sources, serait issu de la famille, par sa mère, de la famille royale du Rwanda. Donc si je comprends bien, le CPATC ne peut pas inviter ce débat sur sa table. Le CPATC peut aborder sous un autre angle, renforcer justement le président Macky Sall dans sa démarche, renforcer le président de l'Angola dans ce qu'on peut appeler la diplomatie traditionnelle. Ouais. J'avais suggéré ça à l'époque. Et je tiens aussi à dire que ça fait pratiquement 4 présidents qui m'ont consulté sur la question de l'Est. J'ai émis des avis, mais malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir le président Félix-Antoine Tshisekedi pour lui donner aussi ma contribution. Mais là aussi, je tiens à remercier personnellement le président Kengo. Si à l'époque où le président du Sénat, Kengo, avait été suivi par le président Mobutu, nous ne serions pas arrivés à cette situation. J'avais été reçu par le président Kengo et je lui avais dit, retournons ces gens chez eux, fermons les frontières et restons calmes eux-mêmes qui découdent de leurs problèmes chez eux. Malheureusement, pour des raisons politiques et diplomatiques, cette opération s'est faite sur 1 semaine, 10 jours, et puis le président Mobutu a bloqué. La difficulté n'est-elle pas liée au fait que le monde est en train de se mondialiser et que le concept de fermeture de frontières pratiquement est en train d'être oublié? Je vous donne des faits qui datent de 20. À l'arrivée, les réfugiés rwandais sont arrivés en 1994. Oui, justement. Quand ils ont commencé à faire des entraînements, j'ai témoigné et j'ai sollicité qu'on les renvoie chez eux. Le président Mobutu m'a reçu plus de 4 fois à Bois-d'Olite.
Je vous dis que le président, l'ancien Premier ministre Kengo de l'époque a suivi ma démarche. Il a commencé le rapatriement forcé. Ok. Mais à un certain moment, il y a eu des lobbies internationaux qui ont sûrement dû faire pression sur le président Mobutu. Et le président Mobutu a demandé au Premier ministre de l'époque, Kengo Adondo, de surseoir à cette opération de rapatriement forcé. Donc, en son temps, vous aviez déjà vu le mal de loin. Hein? Nous connaissons nos frères. Je vous ai dit... Vous-même, vous avez dit que oui, justement, vous avez eu une guerre avec eux. 7 guerres en tout. 7 guerres. Le Boucher a eu 7 guerres. Mais c'est cette guerre, comment est-ce qu'elles étaient... bon, comment vous aviez pu mettre fin à ces cycles de guerre? Mettons en contribution nos historiens. Parce que quand je regarde dans les réseaux sociaux qu'il y a des parties du Congo qui étaient, entre parenthèses, dans l'espace territorial rwandais, il faut mettre à contribution les scientifiques. J'avais sollicité à l'époque au président Kabila d'organiser une conférence sur les royaumes de la région des Grands Lacs. Malheureusement, cette demande n'avait pas été suivie des faits, mais je crois que je peux la renouveler auprès du président Tshisekedi pour qu'on recadre chaque pays, qu'on recadre nos voisins, qu'ils sachent que l'histoire est une et que ce n'est pas eux qui doivent écrire l'histoire. À notre place. J'avais sollicité de l'Allemagne la modération. Vous savez que nous avons des objets d'art qui sont en Allemagne. Beaucoup oublient que c'est l'Allemagne qui a découvert l'Est de l'Afrique et une partie de la RDC. Beaucoup oublient que ceux qui pouvaient modérer cette rencontre, il y a certains pays qui étaient déjà d'accord. Et le Rwanda était une colonie allemande hein, avant d'être cédé à la Belgique. Mais c'est ce que je vous dis. Donc, il y a l'histoire. Il faudrait que notre président s'implique dans l'organisation d'une telle conférence. Ça pourra ramener les gens à plus de modestie. Justement. Parce que cette histoire, elle est écrite par des hommes, elle est écrite par des scientifiques. Il ne suffit pas de dire, voilà, Idjwi était une île rwandaise. Il faut le prouver. Et vous n'allez pas le prouver parce que vous le dites. On va vous demander, on va vous montrer les cartes datant de l'époque coloniale. On va vous montrer les cartes datant des royaumes qui étaient reconnus. Ces royaumes avaient quel espace? Donc, il faudrait absolument que, indépendamment de la démarche politique, diplomatique, militaire que nous devons absolument mener avec notre pays voisin pour le ramener à sa juste dimension et réduire ses ambitions, mais il y a aussi un travail de recherche sur l'histoire de la région des Grands Lacs. Donc. Majesté, j'avais une question peut-être un peu délicate à vous poser. Dans les accords entre les royaumes et l'autorité étatique quand elle a été établie, il avait été dépossédé au royaume le droit d'avoir leurs armées propres. Ben, moi, je vous ai donné l'exemple du Bouchi. Ils avaient ce qu'on appelle, mes ancêtres avaient ce qu'on appelle les Kabera. C'était le surnom de l'armée de mes aïeux. Donc, chaque royaume avait ses forces de défense. Justement. Et si nous avons pu empêcher la balkanisation de notre pays, c'est grâce à ces jeunes gens Maï-Maï auxquels nous avons dû recourir pour protéger la terre de leurs ancêtres. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont prêts à en découdre de nouveau avec le Rwanda, si le Rwanda persiste dans sa voie de vouloir toujours déstabiliser la RDC. C'est-à-dire que les armées des royaumes continuent à exister, mais de manière latente. Je peux dire cela. Je peux dire cela. Mais il faudra quand même, quand vous dites qu'on recourt à eux pour casser un projet de balkanisation, par exemple, de quelle manière est-ce que cela c'est une prise de conscience. Quand notre armée suite aux pressions, je vous ai dit, suite aux infiltrations et tout, nos jeunes gens ont repris les armes pour protéger la terre de leurs ancêtres.
jusqu'à ce que notre propre armée retrouve des vigueurs pour les accompagner et pour reprendre le front, parce que c'est le rôle de l'armée de reprendre le front. Et justement, c'est là à porter du fruit, parce qu'on a entendu, hein, nous avons eu vent des actions qu'ont menées les Maïmaï, par exemple, à l'est de la République démocratique. Effectivement, malheureusement, il y a d'autres groupes armés ou bandes armées qui sont manipulés justement par nos voisins pour faire perturber le climat d'insécurité et continuer à exploiter, sans notre accord, nos ressources naturelles et plus particulièrement nos minerais. Mohamed Kabaré, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous nous avez dit d'emblée, à l'entame de cette émission, que peut-être si aujourd'hui l'enjeu ce sont les minerais, demain ça risque d'être les forêts, l'eau aussi. Que faire pour sortir de l'auberge? Je l'ai dit, nous devons accompagner à tous les niveaux nos forces armées pour qu'elles montent en puissance. Si Dieu le veut, s'il y a la volonté politique, je pense que dans les 2 ou 3 années, notre pays peut quitter la 11e place, qui est la sienne, pour être dans le top des 5 meilleures armées ou armées les plus puissantes d'Afrique. Et quelle est l'importance de ce tribunal spécial pour la RDC dont vous avez parlé? Vous ne pouvez pas vous réconcilier avec quelqu'un si ce quelqu'un n'a pas accepté ses fautes. Il va continuer à vous tourner en bourrique. Il faut arriver à lui dire, tel a fait ça. Il est venu avec toi. Tel a posé tel acte. Tel a fait tel massacre. Il est venu avec toi. Alors si toi tu peux m'opposer, ah oui mais toi aussi tu as tel. Ok, livrons-les à la justice. Et là nous serons apaisés. Nous avons perdu trop de gens. Des mamans, des enfants, des papas qui n'ont pas cherché la guerre. Mais pour les appétits gloutons de certains, nous avons eu nos deuils et c'est suffisant aujourd'hui. Mohamed Kabaré, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, très chers téléspectateurs, c'est par ici que nous allons terminer notre émission. Nous avons reçu pour vous Mohamed Kabaré, Rougemanizi 2, le Nabouchi 29. Avec lui, nous avons parlé de cette situation sécuritaire qui perdure en République démocratique du Congo, surtout à l'Est, et le conflit ouvert entre la RDC et le Rwanda, ainsi que toutes les péripéties pour en sortir. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous pensons peut-être recevoir une fois de plus Mohamed Kabaré lorsque les choses pourront évoluer dans un sens comme dans un autre.